Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion. C'est le titre du nouveau livre de Jean Descartes et il est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un peu notre cadeau de Noël et même nos cadeaux, l'impératrice Sissi et Jean Descartes. Nous plongeons dans un instant au cœur de l'histoire austro-hongroise et de ce devoir et de cette rébellion qu'incarnait littéralement l'impératrice Élisabeth. Et d'ailleurs, Clémentine Portier-Kaltenbach nous fera visiter Vienne sur les pas de Sissi. Oui, j'imagine que nous visiterons notamment la Hermès Villa et les rives du Danube. Je ne peux pas évoquer cette vieille Europe ultra raffinée, cette belle époque pétrie de culture et d'art de vivre, sans saluer évidemment la mémoire de Jean d'Ormesson. Je n'avais pas la chance de le connaître, mais notre invité en revanche l'a bien connu. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck, oui, j'ai connu Jean d'Ormesson. Mes débuts dans le métier, je suis très triste en pensant aujourd'hui que ces si beaux yeux bleus qui se sont posés sur tant de merveilles, y compris sur de jolies femmes, sont fermés à jamais. Tout est dans l'enfance de cette jeune femme étonnante, charmante et fantasque. Nous sommes au Tyrol, à Possenhofen, chez Max en Bavière. Attention, Max zu Bayern, à ne pas confondre avec la famille de Bavière, von Bayern. Nous sommes bien chez les Wittelsbach, incontestablement, mais il faut reconnaître que Max est un bon vivant, c'est un homme simple, qui aime la compagnie des villageois et des palefreniers, et qui disait volontiers, si je n'étais prince, j'aurais voulu être écuyer. Je ne suis pas persuadé que sa femme aurait été d'accord, Ludovica, qui elle était la sœur de l'archiduchesse Sophie, donc la mère de François-Joseph. Nous allons revenir sur toute cette généalogie assez simple, somme toute, tout à l'heure avec Jean Descartes. Le mariage arrangé entre la sœur d'Élisabeth, qu'on appelle donc Sissi. Sissi, c'est le diminutif naturel d'Élisabeth en Autriche et en Bavière, bien entendu. Ce mariage entre Hélène et le jeune François-Joseph a été donc arrangé entre les deux sœurs, entre Sophie et Ludovica. François-Joseph, néanmoins, va bouleverser la donne, car lors du voyage organisé pour présenter la jeune Hélène à celui qui devrait devenir son mari, eh bien, lui va tomber amoureux de la petite sœur. Alors, il faut dire qu'elle est tellement libre, cette femme. Je pense que c'est sa liberté, c'est cette rébellion dont parle Jean Descartes qui peut-être a séduit d'abord François-Joseph, lui corseté dans toute l'étiquette si rigide que les Habsbourg avaient instaurée en Autriche. Vous savez, François-Joseph dira de cette jeune Sissi qui l'éblouit littéralement, qu'il est amoureux comme un lieutenant, heureux comme un dieu. Quant à Sissi, elle, eh bien, elle aurait préféré sans doute que le jeune homme qui tombe amoureux d'elle ne fut pas empereur. Si seulement il n'était pas empereur, dira-t-elle, ce qui ne manque pas de sel, évidemment. C'est pour elle le début d'un parcours très difficile dans une cour, la cour viennoise, où elle arrive par un faux pas, nous en reparlerons tout à l'heure, elle tombe en descendant de carrosse, ça tombe mal, et où évidemment elle va devoir se plier à toutes sortes d'obligations extrêmement lourdes, extrêmement pesantes dans une société, celle de la Hofburg et celle de Schönbrunn pour la belle saison, qui est une société très dure, très rigide, évidemment. Alors, on verra Sissi s'occupait beaucoup d'animaux et de chevaux, notamment, s'occuper de son corps, elle a des masseuses, s'occuper beaucoup de sa chevelure qu'elle lave constamment et qu'elle fait peigner et repeigner par sa coiffeuse, Fanny. La première nuit avec François-Joseph aura été désastreuse, et c'est par Maurice, paléologue, que nous savons que la toute nouvelle impératrice en était sortie meurtrie, méfiante et désenchantée. Elle va avoir tendance très tôt, Sissi, à fuir cette cour de Vienne où sa belle-mère prétend tout régenter, notamment l'éducation de ses enfants, ça va jouer un rôle très important. Elle tombe assez vite malade et c'est pour se remettre qu'on l'envoie une première fois à Madère en 1860. Madère où elle se présente sous un incognito, sous un nom d'emprunt, celui de la comtesse Caroline Oumaydi. Elle est
très proche déjà des Magyars. C'est une Hongroise née, et vous savez qu'après la défaite des Autrichiens à Sadova en 1866, lorsqu'il va falloir créer ce nouvel État, cette monarchie bicéphale austro-hongroise, en 1867, elle sera celle qui va faciliter, bien entendu, le rapprochement avec la Hongrie, dont elle est la reine chérie. Nous disions l'autre jour, lors de notre voyage sur le Danube, que à Budapest, elle est Erzsébet et qu'elle est restée chère au cœur des habitants. Le budget de voyage de l'impératrice devient assez vite extravagant, pas seulement son budget de voyage d'ailleurs. La villa Aquileone qu'elle fait bâtir à Corfou à partir de 1862 est une véritable folie, et après la mort de sa belle-mère en 1870, on la verra multiplier les destinations. Elle passe beaucoup de temps en Angleterre, en Normandie, où elle chasse à court, sur la Côte d'Azur bien entendu, et dans toutes les villes d'eau d'une Europe qui, c'est vrai, s'est faite d'une certaine manière autour d'une forme d'élégance et de villégiature dans ces villes d'eau qui en sont devenues en quelque sorte les capitales de l'art de vivre et du plaisir. C'est une jeune femme sportive qui passe 6 heures de suite en selle, s'il vous plaît, même si à partir de 1880, elle va laisser tomber un peu les chevaux pour s'intéresser à la marche, à la gymnastique. Rappelez-vous les agrès qu'on peut encore voir lorsqu'on se promène dans ses appartements de la Hofburg à Vienne. Une femme qui passe beaucoup de temps à étudier ses régimes. Alors, elle en change constamment de régime. Ils sont tous plus extravagants les uns que les autres. Elle veut garder la ligne. C'est plus que la ligne, là. Quand on voit les robes, c'est d'ailleurs étonnant. On a l'impression qu'on peut faire le tour de sa taille avec les 2 mains, simplement. C'est étonnant. Elle aime les gens originaux et elle s'entoure elle-même de gens un peu étonnants, notamment bien sûr son célèbre cousin, qui lui aussi est Wittelsbach. Il a sans doute le même petit grain qu'elle, d'une certaine manière, Ludwig II de Bavière, roi de Bavière. Quand les armoires s'ouvriront, dira Sissi, on sera stupéfait d'apprendre que Louis n'a jamais été fou. En attendant, elle s'enfuit. Elle est constamment par monts et par vaux, Athènes, Corfou, Alger, Bastia, Ajaccio, Malte, Palerme, Tunis, à bord notamment de son célèbre yacht, le Miramar, qui est reconnu par tous les amateurs de yachting à travers l'Europe. Elle passe beaucoup de temps hors de chez elle, et elle le fera encore plus après 1889. Pourquoi 89 ? Parce que c'est l'année de Mayerling, bien entendu, 30 janvier 1889, la mort de l'archiduc Rodolphe, de son fils, le seul de ses 4 enfants à être un héritier, le seul fils. Rodolphe qui meurt, vous savez, aux côtés de la toute jeune Marie Vetsera, dans des circonstances dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont restées aujourd'hui encore relativement nébuleuses. Cette impératrice est devenue, comme c'est Barès qui disait ça, elle est devenue l'impératrice de la solitude, l'impératrice du chagrin, l'impératrice du voyage. C'est à Genève que nous allons la retrouver bientôt, à Genève qui sera, hélas, sa dernière étape. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Sissi, ça sent déjà bon les fêtes de fin d'année. Cet après-midi sur Europe 1, Sissi impératrice. Et il me semble que l'Empire autrichien n'a plus longtemps à vivre à cette époque. Est-ce qu'il y a une crise profonde ? Oui, vous savez, déjà, Napoléon avait mis un terme au Saint-Empire romain germanique avec sa confédération germanique. Il avait fallu créer un empire d'Autriche qui est devenu l'État austro-hongrois en 1867, j'en parlais à l'instant. C'est une double monarchie, donc, qui règne en vérité sur de nombreux peuples qui eux-mêmes s'expriment dans des langues très différentes. C'est la famille de Habsbourg qui essaie de faire l'unité de cette mosaïque dont nous allons parler dans un instant avec Jean Descartes. Évidemment, pour l'Empire austro-hongrois, la période est difficile. Et je vous parlais de la mort de Rodolphe en 1889 à Mayerling. C'est le début, en quelque sorte, d'une sorte de déréliction progressive. On ira jusqu'en 1914 à l'assassinat de Sarajevo. Vous savez, l'assassinat de François Ferdinand. C'est finalement l'un des arrière-petits-neveux de l'empereur François-Joseph. C'est Charles qui deviendra, en 1916, à la mort de son grand-oncle, qui deviendra le dernier empereur d'Autriche, avec son épouse l'impératrice Zita, qu'a rencontré Jean Descartes d'ailleurs et qu'il avait longuement interviewé.
Alors, nous sommes en 1898, le 10 septembre, 10 jours auparavant, le 30 août, l'impératrice Élisabeth s'est installée au grand hôtel de Côté-Ritais, qui domine le lac Léman, près de Montreux, accompagnée d'un général aide de camp, de 3 dames d'honneur, de son lecteur grec et de quelques domestiques, autant dire, pour une impératrice d'Autriche, d'une toute petite suite. Elle voyage incognito, ou presque, quoiqu'elle signe quand même Sa Majesté l'impératrice d'Autriche sur les registres d'hôtel. L'air est très pur, très frais, idéal pour des excursions qui se succèdent à pied, en voiture, en train. Le 5 septembre, l'impératrice prend le bateau jusqu'à Évian. Elle fait escale une demi-heure à Ouchy, dont elle admire le port. Elle est là assise sur un banc à relire une lettre de l'empereur arrivée le matin même. François-Joseph, toujours tendre après plus de 40 ans de mariage, signe comme d'habitude Dein Kleiner, ton petit. L'impératrice aime ce lac Léman et elle l'adore même, si l'on en croit sa dame de compagnie, la comtesse Staray, qui racontera tout cela. Élisabeth revit dans ce cadre idyllique. Elle se met en tête de se rendre à Genève et de là d'aller rendre visite à la baronne de Rothschild, à Prégny, par le bateau à vapeur. Vous allez dire pourquoi par le bateau à vapeur? Mais parce qu'elle a appris que la baronne de Rothschild refusait qu'on donne des pourboires à son équipage et que donc ça paraissait impossible à Sissi d'emprunter un bateau privé sans distribuer des pourboires. Donc elle préfère prendre le bateau public. Le 9 septembre, en dépit d'une nuit très difficile, elle est d'humeur douce, sereine, à l'image du temps. Imaginez ce beau temps lumineux de septembre. C'est un temps parfait comme on peut le trouver en Suisse parfois. L'impératrice monte atterrité à bord d'un bateau de la Compagnie Générale de Navigation. Sur le pont, on dit qu'elle s'est amusée avec un enfant de 3 ans. Elle l'a comblé de sucreries. Le bateau accoste à Genève. Une voiture conduit l'impératrice à Prégny, où on va avoir un déjeuner digne des Rothschild, somptueux et chaleureux tout à la fois. Tout ça est un beau tableau. Et puis, Élisabeth et sa petite suite regagnent Genève. L'impératrice se promène sur le quai avec la comtesse Staray. Elle déguste une glace, puis une deuxième, et même une troisième avant de regagner l'hôtel. Elles sont toutes les deux un petit peu comme des collégiennes en goguette. La soirée est superbe, coucher de soleil idéal. Toujours cette fin d'été magnifique avec un ciel constellé d'étoiles toutes scintillantes. Le lendemain matin, 10 septembre, l'impératrice renvoie sa suite par le train. Elle suivra plus tard avec la comtesse, elle rejoindra tout le monde, si je puis dire, par le bateau. Alors là, elle va se rendre chez un marchand de musique pour acheter un appareil et des rouleaux de musique à l'intention de sa fille. Et puis elle rentre se changer à l'hôtel. Elle exige de sa femme, de sa dame de compagnie, disons, qu'elle boive un verre de lait qu'elle trouve absolument délicieux. Les 2 dames, sans aucune suite, quittent l'hôtel. Il est à ce moment-là 1h30 de l'après-midi. Elles sont à pied. Elles suivent le quai. Et alors que l'impératrice s'attardait à regarder des arbres, on entend sonner la cloche de départ. Vite, 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 on presse le pas. On croise une sorte d'individu étrange qui marche plus ou moins en zigzag. S'approchant soudain d'Élisabeth, il lève un poing qu'il abat sur elle avant de s'enfuir à toutes jambes. L'impératrice vacille, elle s'affaisse. La comtesse, saisie d'effroi, se met à crier. Les gens accourent. Un cocher aide l'étrangère à se relever. C'est bon, dit-elle, je n'ai rien. Je vous assure. L'impératrice d'Autriche est un petit peu rouge. Elle a été surprise, évidemment. Elle a les larmes aux yeux, mais elle se reprend assez vite. Dépêchons-nous, dit-elle, nous allons manquer le bateau. Les 2 dames reprennent donc au pas de course le chemin de l'embarcadère. Sissi rajuste son chapeau. Que pouvait bien me vouloir cet homme, demande-t-elle quand même à sa dame de compagnie. Il voulait m'arracher ma montre, c'est cela? Et soudain, elle s'arrête. Je suis pâle, n'est-ce pas? Un peu, madame, c'est l'émotion. Et à ce moment, accourt le portier de l'hôtel qui annonce que l'on vient d'arrêter l'agresseur. Que dit-il? demande Élisabeth. Et puis, oh, je crois que j'ai un peu mal à la poitrine, je me sens pas très bien et pour cause. L'agresseur en question se révélera être un certain Lucchini, un anarchiste de nationalité italienne venu à Genève. Au départ, il avait l'intention d'assassiner le duc d'Orléans et puis finalement, il s'est dit que l'impératrice d'Autriche ferait l'affaire. Il voulait tuer une tête couronnée d'une certaine manière. Ce que n'ont pas compris ceux qui viennent de l'arrêter, et notamment un cocher, un aiguilleur de chemin de fer qui sont là, qui se sont saisis de lui, c'est qu'il n'a pas porté son coup à main nue. Dans son poing fermé, il y avait une lime de 9 cm et demi. Le bateau repart, l'impératrice est sur la passerelle, elle vient de monter vraiment in extremis, elle chancelle un petit peu sur le pont. Votre bras, demande-t-elle à la comtesse, et déjà, elle s'écroule le long de la dame de compagnie qui n'arrive pas à la soutenir et qui tombe elle-même à genoux sous le poids de l'impératrice. On accourt pour lui frictionner les tempes.
Merci, dit-elle très bas, mais là elle perd connaissance et la comtesse Taraï délace le bustier de l'impératrice pour lui permettre de respirer un peu, et c'est là qu'on voit cette grosse tache rouge sombre dans la région du cœur, une blessure en forme de triangle, la blessure de ce poinçon mortel. L'impératrice d'Autriche vient d'être assassinée. À bord, c'est l'affolement. Le bateau, qui était déjà en train de s'éloigner du quai, fait évidemment machine arrière. On débarque la blessée, on la transporte sur une civière, mais c'est un cadavre qui regagnera l'hôtel Beau Rivage 2 jours plus tôt. Le 8 septembre, elle se trouvait en compagnie de son lecteur grec près du débarcadère de Térité. Nous étions assis sur un rocher, racontera cet homme, il s'appelait Barker en l'occurrence. L'impératrice pelait une pêche et me tendit la moitié du fruit. À ce moment, un corbeau, échappé à l'une des hordes d'oiseaux à plumage sombre qui hantent ces parages, s'éleva brusquement dans l'air et vint frapper de son aile la main de sa majesté. Celle-ci laissa échapper la pêche. Je n'osais rien dire, mais l'impératrice, comme si elle avait deviné mes pensées, me regarda et murmura « Je n'ai pas peur, je suis fataliste. Il arrive ce qui doit arriver. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'impératrice Sissi et vous venez de nous le raconter, Franck. Elle vient d'être assassinée à Genève. C'est Paul Morand que j'aime beaucoup citer parce qu'il a un don absolument inouï pour résumer parfois en quelques mots des situations complexes. C'est Paul Morand qui écrivait à propos de Sissi. C'est une femme d'aujourd'hui, qualités et défauts. Elle est entrée dans le siècle précédent, le 19e, comme on se trompe de porte. Une reine pour démocrate, remplaçant le dais du trône par une tente de camping, tenant les honneurs pour rien sans toutefois détester le luxe, le confort et la dépense loin de là. Une fausse sauvage, une vraie grande nerveuse. Sa nature, son milieu natal, l'époque et la littérature, de George Sand à Henry Heine, tout joue un rôle dans son comportement, mélange de duchesse d'Albe chez les Gitans, de Marie Baskirtsev à Nice, composée de milliardaires américaines, la boisson en moins, et de princesse russe matinée de Tzigane. Et Paul Morand concluait son merveilleux article, qui fait plusieurs pages, par ces mots « Aujourd'hui, les historiens, les scénaristes, les dramaturges restent sous le charme, une impératrice libertaire, une tête couronnée qui étouffe sous les devoirs de sa charge et se révolte contre son rang, suffit à ravir le grand public des hebdomadaires qui veulent que les reines s'habillent comme des reines et se conduisent comme des poules. » Bonjour Jean Descartes, je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure, mais Rebonjour. Rebonjour. Ce jugement à la fois amusé et sévère de Paul Morand, vous pourriez le faire vôtre d'une certaine manière. C'est magistral comme observation. Simplement, ce qu'on peut observer, ce que j'ai pu trouver, puisque depuis la chute du communisme, après il y a du nouveau, bien sûr, oui. Il y a du nouveau, beaucoup d'archives, et du nouveau depuis 1 an, lors des expositions sur le centenaire de la mort de François-Joseph, dont on n'a pas parlé en France, mais qui ont été... Dont nous avons nous parlé ici, tout de même. Fort heureusement, mais qui ont été célébrés d'une façon remarquable en Autriche, dans l'Autriche républicaine, sous le titre de l'Empereur éternel, tant cet homme a marqué l'histoire d'Autriche. Ce qu'on peut établir, ce que ne dit pas Paul Morand dans sa magistrale écriture, c'est que la clé du comportement d'Élisabeth, c'est de fuir les regards des gens. Elle veut bien faire un certain nombre de choses, mais pas qu'on la regarde, qu'on la scrute, qu'on Ce qui pour une l'observe. impératrice est ennuyeux. C'est embêtant, parce qu'elle est agoraphobe, elle a peur de la foule. Et c'est tout le problème, et ça sera la clé, si je puis dire, du malentendu. Elle ne fuit pas réellement François-Joseph, elle fuit la cour qui la scrute comme une bête curieuse et surtout presque comme une usurpatrice, puisque c'est sa sœur Hélène qui aurait dû être l'impératrice. Et elle a face à elle sa tante qui est devenue sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, qui ne lui pardonne pas d'avoir pris la place qui était prévue pour Hélène. Donc ça c'est important, et en fait Élisabeth, notre chère Sissi, ne sera vraiment la première dame de l'Empire qu'après la mort de Sophie, en 1870, c'est-à-dire 1872, 73, où là, alors ça arrive un petit peu tard, mais entre-temps, elle a pris une revanche fantastique, et je m'en réjouis parce que c'est fascinant. Quand je vais à Budapest aujourd'hui, je vois très bien cette folie pour le souvenir d'Erzsébet. Elle est devenue la reine de Hongrie. Alors, je dis tout de suite à l'auditeur, ce qui est fascinant aussi, quand on creuse la personnalité de cette femme,
on a complètement, si vous voulez, on a le souvenir des films avec Romy Schneider, ce qui était un bon point de départ, mais en fait, elle a en plus, Elisabeth, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, elle a un instinct politique visionnaire. 24 ans avant l'attentat de Sarajevo, elle écrit « L'orage éclatera dans les Balkans ». Personne ne l'écoute. Personne. Comment est-ce que cette femme futile qui boit de la bière à table, qui cherche les puces de ses chiens, qui se prend pour une écuyère dans un cirque, qui veut se baigner n'importe comment, qui a son train, enfin qui a des caprices. Non, elle a son autonomie, c'est tout à fait différent. Mais elle a un sens politique formidable que François-Joseph est obligé de reconnaître. Si vous voulez, mon analyse du couple, c'est que François-Joseph est d'une intelligence plus que moyenne, mais pas exceptionnelle, qui est relevé par une capacité de travail fabuleuse et un sens du devoir extraordinaire. Il est tout de même monté sur le trône vacillant des Habsbourg, il avait 18 ans en 1948, à Olmütz, c'était loin du faste, c'était loin de Vienne. Ce qui veut dire que son mariage à Vienne sera une revanche, j'allais dire à la manière un petit peu de Napoléon III et d'Eugénie, transformant le mariage à Notre-Dame en presque sacre. Voilà. Bien. Donc, il tombe amoureux fou d'Elisabeth, avec son regard de miel, avec son retard, sa robe déchirée, cette façon de rire trop souvent, de s'amuser avec tout le monde, de donner à boire aux chevaux elle-même, bref, de briser les codes, comme on dirait aujourd'hui. Mais il va reconnaître son instinct politique, son courage. Quel courage, parce qu'ils vont perdre une petite fille, d'abord la petite Sophie, qu'ils ont emmenée en Hongrie, contrairement à l'avis de la grand-mère et belle-mère, donc c'est un drame, mais je précise que c'est une sorte de pacte involontaire dans le sang, dans la tragédie, entre Sissi et les Hongrois, parce qu'elle a voulu leur présenter leur premier enfant, et les Hongrois ne l'oublieront jamais. En plus, elle va apprendre la langue hongroise, ce qui n'est pas particulièrement facile, elle reçoit à la cour des opposants politiques, des gens qui ont fait de la prison, ce qui fait scandale parce qu'elle dit à François-Joseph, il faut desserrer l'étau. Et pourquoi desserrer l'étau ? Parce que l'Empire, elle a très bien calculé, a besoin d'aller vers le Danube, vers l'Est, parce que la route du Nord, de l'expansion autrichienne, est bloquée par la Prusse. L'unité allemande ne se fera qu'au profit de la Prusse et non pas de l'Autriche. Il faut donc une solution balkanique. On le comprend bien en vous écoutant, Jean Descartes. C'est bien d'un couple qu'il s'agit. C'est ce couple que nous allons essayer de faire revivre avec vous. C'est ce couple qui est au cœur de votre ouvrage, François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion, chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Sissi, impératrice, mais pas que. Nous sommes au cœur du couple François-Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion. C'est un livre paru chez Perrin, un livre signé Jean Descartes. Il est historien, journaliste, écrivain et c'est votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. Alors, il faut peut-être que vous nous disiez, Jean, si ce couple était un vrai couple. On sait que l'empereur adorait son épouse. Il suffit d'ailleurs de visiter aujourd'hui à la Hofburg son bureau pour voir que son panorama, si je puis dire, c'est un grand portrait de son épouse, cheveux défaits par Winterhalter, superbe œuvre du reste. Est-ce que Sissi aimait son mari, elle ? Est-ce que c'était réciproque, cette affaire ? Alors je pense que finalement ils se sont aimés, si on prend comme référence la correspondance sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, de leur dernier enfant, l'archiduchesse Marie-Valérie, oui. Qui a été la plus proche du couple. Et d'ailleurs, Sissi disait « c'est mon seul enfant » parce qu'elle avait pu l'élever, qui était né en Hongrie. Et qui montre la surprise qu'elle éprouve en voyant la tendresse, l'intimité de ses parents, surtout évidemment dans la deuxième et voire dernière partie de leur vie, parce que le début a été effrayant, je le dis bien, elle n'a pas eu le temps de dire oui, de dire non, elle ne peut plus embrasser ses cousins et ses cousines parce qu'elle est impératrice, on lui a apporté un livre gigantesque avec tout ce qu'elle ne doit pas faire, c'est assez infernal pour cette jeune personne qui a 16 ans, 17 ans, qui a été élevée dans la nature, avec les chevaux du cirque de son père, qui écrivait des poèmes aux chevaux, qui répondait aux oiseaux, qui se prenait pour une mouette. Bon, ce protocole, ce carcan, lui est insupportable, donc elle va fuir. Mais elle est malheureuse quand elle s'en va, elle le sait. Et elle comprendra, on en a la preuve maintenant, que l'empereur ne peut pas être seul. Alors là, ici, il faut être très prudent. La personne qu'elle choisit pour tenir compagnie à l'empereur, Katharina Schratt, une comédienne, on n'a aucune preuve de quelque sorte que ce soit qu'il y a eu une relation physique entre deux. En revanche, dans ce livre, je publie pour la première fois en France, la maîtresse la plus
la plus avérée, si je puis dire, Anna Naowski, pendant une quinzaine d'années, qui est une jeune Polonaise, car ce brave François-Joseph supportait mal les absences de sa femme. Oui. Voilà, on le comprend. Mais est-ce qu'elle avait été, c'est Maurice Paléologue qui nous dit qu'elle était sortie de sa nuit de noces très meurtrie. Alors oui, mais là il ne faut pas se tromper. Je n'étais pas la chandelle ni les draps. Mais ce qui l'a surtout révulsé, ce sont les regards du personnel, des femmes de chambre, les regards de sa tante et belle-mère au petit déjeuner pour savoir si, oui ou non, le mariage avait été consommé. D'après le service d'espionnage d'une délicatesse que vous pouvez supposer, c'est à la 3e nuit. Alors là, on peut divaguer. François-Joseph était-il maladroit, trop impatient? Il avait l'habitude de ce qu'on appelait les comtesses hygiéniques à Vienne, qui étaient des dames toujours prêtes à rendre service en cas d'urgence. Bien. Élisabeth ne connaissait pas grand-chose de la vie, a-t-elle eu peur? Enfin bref, mais ils se sont adorés malgré tout. Ils se sont complétés. Je dirais, on voit très bien une preuve de l'amour lorsqu'il va partir pour des manœuvres en Bosnie-Herzégovine et qu'elle apprend qu'il y a un risque. Et quel risque? Elle dit « Je vais avec l'empereur, ma place est à côté de lui ». Elle ne veut plus, ils se séparent obligatoirement par moment, volontairement par moment, mais ils sont malheureux et ils ont peur l'un pour l'autre. C'est très intéressant parce que Élisabeth, si vous voulez, pour résumer, c'est ma découverte dans ce livre, Élisabeth est quelqu'un qui vit dans l'extravagant, l'inattendu, le caprice, l'invraisemblable, mais en cas de vraie tragédie, elle est calme, elle est armée. En revanche, François-Joseph, pour qui un retard de 10 minutes est la fin du monde, parce qu'il est dans le protocole absolu qui règle la marche de l'existence, il est démoli. Et c'est pour cette raison, elle étant mieux armée face au tragique, que c'est elle qu'on va prévenir en premier de la mort de Rodolphe à Meyerling, car on pense que c'est elle qui va mieux, si je puis dire, tenir le choc et pouvoir prévenir l'empereur. Je soulève, pardonnez-moi, nous avons fait une émission merveilleuse grâce à vous, Franck, sur Meyerling, dans l'ombre d'un doute, et avec vous, Clémentine. Il y a une chose que je soulève qui n'avait pas été soulevée, me semble-t-il. Quel couple de parents à qui on apprend que leur enfant est mort ne se précipite pas à son chevet, même si c'est par définition trop tard? Ils n'y vont pas parce que soit ils savent, soit la scène de crime, comme on dirait aujourd'hui, est trop atroce, soit ils doivent préparer des réponses officielles. Oui. Ils n'auront même pas ce soulagement-là et cette consolation. Ils verront leur fils bien plus tard préparé, le visage bandé. C'est une autre affaire. Mais je pose la question dans ce livre, est-ce qu'ils ont partagé les mêmes doutes, les mêmes secrets, les mêmes informations? Ça n'est pas évident. L'un et l'autre vont changer de comportement. Absolument. L'empereur va se renfermer plus que jamais dans son espèce d'étiquette militaire. Oui. Quant à l'impératrice, c'est le moment où vraiment elle prend le large, si je puis dire. À partir de 1889, elle n'est quasiment plus jamais à Vienne, en fait. Oui, elle n'est plus jamais à Vienne, alors elle devient l'impératrice errante, comme l'a dit Maurice Barrès, mais elle reste très proche, alors elle voyage beaucoup avec Marie-Valérie, elle a des courriers tous les jours par les consulats et les ambassades de François-Joseph. Il y a un paradoxe d'ailleurs extraordinaire qu'on verra jusqu'au bout. Plus elle est absente, plus elle est présente en photographie, en tableau. Oui. L'empereur vit entouré. Oui. Voilà, elle est partout, si je puis dire, et elle sait qu'il est malheureux, donc ils vont se rapprocher. Et la dernière partie, 10 dernières années, ils voyagent ensemble beaucoup sur la Riviera, dans les villes d'eau, Cap-Martin, etc., et sont très près l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'empereur, qui a une véritable aversion pour les voyages, surmonte son aversion pour être aux côtés de son épouse. Et signe extraordinaire, il n'est plus en uniforme, il se met en complet veston et est furieux parce qu'on le reconnaît quand même. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'un couple cet après-midi, un couple qui a marqué l'histoire, François-Joseph et l'impératrice Sissi. Nous allons plus loin. Grâce à votre invité, nous découvrons beaucoup plus de détails sur la vie de ce couple. Grâce à Jean Descartes, il est historien, journaliste, écrivain et auteur de François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion, paru chez Perrin. On les voit même s'embrasser sur la bouche dans votre livre. C'est la première fois qu'on voit ça. Oui, ça se faisait déjà à l'époque. Mais on découvre des choses encore aujourd'hui grâce justement à ces... à cette ouverture des archives. Beaucoup d'archives étaient dans le monde, il y a 30 ans, le monde communiste, l'ancien monde de l'Empire, c'est-à-dire une partie de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Yougoslavie, etc.
contrairement à ce qui a pu se passer dans la Révolution française, par exemple, les archives étaient gardées, comme en Russie d'ailleurs, mises de côté, alors conservées dans des conditions parfois précaires. Et puis, je le redis, l'année dernière, avec le centenaire de la mort de François-Joseph, on a des témoignages extraordinaires, y compris par exemple d'un homme qui allait devenir un chancelier social-démocrate autrichien, Bruno Kreisky, qui est l'homme qui a autorisé, avec le roi d'Espagne, Juan Carlos, comme soutien, Zita à revenir en Autriche. Bruno Kreisky était tout jeune quand il a assisté aux funérailles de l'empereur François-Joseph. Il dit on avait le sentiment de la fin d'un monde. Oui. Bien avant, je dirais, Stefan Zweig, on le voit. 3 ans avant la chute même du régime, fou. En fait. Oui. Donc, si vous voulez, des personnages qui ont marqué le monde de cette façon, il y en a peu. C'était une équipe, c'était un couple qui a eu de graves différends par moments, mais qui était provoqué par un carcan, un protocole. Et petit à petit, on voit qu'Élisabeth peut être jalouse, par exemple, quand François-Joseph est trop voisin de l'impératrice Eugénie à l'inauguration du canal de Suez, par exemple. Voilà. Où elle n'est pas. Où elle n'est pas. Mais il y a les grossesses, il y a les... François-Joseph lui écrit à Paris au moment de l'exposition universelle, j'ai traversé le bois de Boulogne, il y a beaucoup de petites putains, déjà, c'est une grande tradition qui commençait, mais je suis très sage. Donc il y a une complicité entre deux. Elle-même était entourée de jolies cavalières. On les a toutes citées un nombre de fois. Émilie Loisset, Elisa Renz, évidemment. Marie Festetich, qui était sa grande amie. Sa grande amie, oui. Alors quelles étaient ses relations avec ces dames, si je puis dire? Là aussi, c'est difficile. On a voulu envisager une relation saphique entre ces femmes en disant passe des heures dans son bain, se faire coiffer, etc. Je crois que c'est du fantasme. Je pense que l'impératrice Élisabeth, d'après ce qu'on peut voir, pouvait avoir un point commun avec l'impératrice Eugénie de ne pas être particulièrement friande d'amour physique, mais Eugénie aimait bien les messieurs, si je puis dire. Oui, on ne constate rien de tel chez Sissi. Non. On a parlé de gens. Alors, qu'elle ait eu des amoureux, des prétendants, déclarait-elle, ça oui. Tout le monde, bien entendu, comme l'écuyer Bay Middleton, mais il était trop grossier, trop rustique, trop cavalier dans le mauvais sens du terme. Non, je crois que c'était, ne l'oublions pas, surtout une littéraire, une intellectuelle. C'est une femme qui lisait beaucoup. François-Joseph lisait l'annuaire des officiers pour se détendre, c'est pas le même niveau. Élisabeth lisait par exemple les poèmes de Heine. Elle s'est battue pour que ce poète, qui était d'origine juive, soit reconnu, qui était né à Düsseldorf en 1797 quand la ville était française. Elle s'est battue alors qu'il était mort à Montmartre, pour qu'il y ait un monument dans son pays. Elle aimait ses poèmes. Elle aimait quand il disait si vous êtes scandalisé, en parlant des juifs ou des musulmans ou des protestants, faites-vous catholique, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Elle aimait cet humour provocateur. Elle avait un esprit, il faut surtout pas prendre Sissi pour une godiche. Ah non, ça c'est tout sauf une godiche. C'est une femme intellectuelle qui écrit, qui lit beaucoup, qui est très informée, mais qui est très indépendante de tempérament et qui ne supportait pas d'avoir un rond de dame qui voulait la condamner à l'immobilisme et à être une figure muette de la fête impériale. Alors, et qui a été une véritable égérie pour le peuple hongrois, nous le disions tout à l'heure, mais elle le leur rendait bien. Elle avait l'amour de la Hongrie. Oui, parce que ça a été sa vengeance, donc le compromis. Alors, dans le fond, on dit l'Empire austro-hongrois, mais les Hongrois préfèrent qu'on dise le dualisme, la double monarchie, parce que ce sont deux monarchies qui ont des affaires en commun et des affaires particulières. Elle devient la reine Erzsébet, c'est un couronnement le 8 juin 1867 qui est fantastique. Qui est aux grandes orgues? Franz Liszt, qui est venu pour jouer sa messe du couronnement. Il attendait que ce soit Élisabeth. Alors, je dis, c'est tellement important qu'il faut aller jusqu'à la Première Guerre mondiale, car Charles et Zita, que vous avez évoqué tout à l'heure, vont être immédiatement couronnés roi et reine de Hongrie, parce que l'Autriche a besoin de l'appui hongrois. Et ce qui est intéressant, et ce qui montre la tolérance fantastique de l'Empire, c'est que le Premier ministre hongrois à l'époque est calviniste, ce qui est une curiosité. Et j'en profite pour dire que l'empereur François-Joseph, s'il a eu tellement de gens qui l'ont respecté, s'il a été tellement digne, c'est qu'il y avait la tolérance partout. Cet homme qui était intraitable si on avait un quart d'heure de retard, voulait que toutes les religions puissent être célébrées,
Je précise qu'il y avait à Sarajevo une mosquée François-Joseph. Et il y avait 700 000 musulmans en Bosnie-Herzégovine. Donc un homme beaucoup plus souple et large d'esprit, mais à condition d'être à l'heure. N'est-ce pas ? Ça, si on était en retard, c'est ce qu'il ne supportait pas, entre autres avec son fils. Ce que l'on va constater avec Clémentine dans un instant, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de noirceur dans cette impératrice à la fin de ses jours. Lorsqu'on se promène à la Hermès Villa, on ne voit que des squelettes et des voiles noirs. C'est quand même impressionnant. Oui, alors c'est important parce que la Hermès Villa, qui est le seul cadeau fait par l'empereur pour essayer de la retenir où elle ne va pas vivre, il y a 2 choses à noter, si vous voulez. C'est d'abord, elle apprend avec 24 heures de retard à peu près, la mort de sa sœur Sophie, la duchesse d'Alençon, dans l'incendie du bazar de la Charité. 97. Le télégramme arrive le 5 mai 1897, et c'est là qu'elle décide de faire son testament qu'elle rédige en hongrois. La Hermès Villa, donnée dans les années 1884, qu'elle n'a jamais vraiment habité, mais si on la voit aujourd'hui, et j'y emmène souvent les gens qui m'accompagnent, on est stupéfait par sa chambre qui est assez cauchemardesque, avec des légendes, avec son gymnase qui est un hommage à la Grèce, au sport, au régime physique et alimentaire qu'elle s'imposait, parce que la beauté et la minceur étaient une arme politique pour elle, évidemment. Par rapport à la silhouette plus que confortable de la reine Victoria, Elisabeth, comme le dira le chat de Perse, mon Dieu, qu'elle est belle, comme s'il regardait une très belle jument, si je puis m'exprimer ainsi. Et il ne voulait pas quitter Vienne au moment de l'exposition universelle sans avoir rencontré l'impératrice. Sa beauté était célèbre, son tour de taille, 55 cm, 1m72. Mais cette noirceur, cette neurasthénie, si je puis dire, elle l'avait en elle ? Oui, elle l'avait en elle, et très tôt, parce qu'elle a perdu, nous dirions, un amoureux, et elle était malheureuse, il est mort, etc. Elle marche avec l'idée de la mort, on pourrait dire que cette Wittelsbach est très tôt, psychologiquement, une Habsbourg, parce qu'elle marche accompagnée de la Dame Blanche des Habsbourg. Nous marchons tous vers un destin effrayant. Elle était prête à mourir. Le plus étonnant, je dois dire, Franck, c'est que elle est donc assassinée par un coup de poinçon, une lime fabriquée par Lucchini, mais elle avait dit et écrit une dizaine d'années avant: ma vie s'en ira par une toute petite ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'elle a eu le pressentiment de la façon dont elle allait mourir, ce qui est assez grandiose. Oui, c'était une femme qui croyait au destin, elle l'a suffisamment dit et écrit. Jean Descartes, François-Joseph et Sissi, Le Devoir et la Rébellion, c'est publié chez Perrin. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et parce que depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Sissi, impératrice, nous allons donc aller sur ses pas à Vienne. Et notre guide, votre guide cet après-midi sur Europe 1, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est chroniqueuse histoire et que vous retrouvez, que vous pouvez lire dans les pages de Femmes Actuelles Jeux. Alors, où peut-on voir les effets de Sissi, si je puis dire, les souvenirs, Clémentine? Je connais votre âme de midinette, ainsi que celle de Jean Descartes, naturellement. Donc, si vous voulez voir les robes de Sissi, authentiques ou fausses, sa valise d'aquarelle, ses harpes qu'elle avait apportées de Bavière, ses habits de deuil lors de la mort de Rudolf et le manteau noir en plume de héron qu'elle portait le jour de l'attentat qui lui coûta la vie, et même son masque mortuaire, tout cela se trouve à la Hofburg, un lieu qu'elle fuyait, tout comme Schönbrunn d'ailleurs. Et donc, si vous voulez voir un endroit où elle a quand même été un petit peu heureuse, qu'elle a quand même un peu aimé à Vienne, en effet, mieux vaut se rendre à la Villa Hermès. Vous l'avez cité, c'était une ancienne réserve de chasse au sud-ouest de Vienne, et très joli parc. Construite, vous l'avez dit. Oui, d'ailleurs, François-Joseph, quand il décide d'y construire cette villa, appelle ça le projet Villa Waldruhe, ce qui signifie le repos en forêt. Là, c'est tout à fait au calme. Il y a un mur d'enceinte de 22 km. On n'est pas embêté par les Viennois. Et il en confie la construction en 1881 à l'architecte impérial Karl von Hasenauer, qui est l'un des créateurs du Burgtheater sur le Ring, mais aussi du musée d'histoire de l'art et du musée d'histoire naturelle de Vienne. Qui sont les deux grands musées qui se font face de part et d'autre de la statue de l'impératrice Marie-Thérèse. Absolument. Donc c'est vraiment l'architecte de référence du moment. Et dans un premier temps, François-Joseph va utiliser la maison comme pavillon de chasse. Et puis, Jean Descartes nous l'a dit, il en fait cadeau à sa femme, ce qui est une procédure originale, car la villa se trouve ainsi extraite du trésor impérial. Sissi, le 20 mars 1884, en devient officiellement la seule propriétaire. Un an plus tard, elle la débaptise, elle l'appelle du nom du dieu grec Hermès. Déjà, son autre villa, celle de Corfou, s'appelait Achille. Achilléon, Hermès, dieu du voyage, dieu messager, ce qui n'étonnera personne quand on parle de Sissi. Et elle commande au sculpteur berlinois Ernst Herter 2 statues en
en marbre de Carrare, magnifique, l'une représentant Hermès et une autre représentant un Achille mourant qui sera déplacé précisément à l'Achilleion à Corfou. Elle va faire bénéficier la villa de 2 innovations majeures, l'électrification de la route qui mène jusqu'à elle, et puis l'installation du téléphone à sa demande en 1896. Femme moderne, donc. Absolument. Alors, l'intérieur de la villa va être entièrement repensé, mais par François-Joseph, croyant faire plaisir à Sissi et demander une décoration qu'il pensait conforme à ce dont elle pouvait rêver. Et ce faisant, il est quand même un petit peu à côté de la plaque, notamment lorsqu'il emploie les services d'Hans Makart. Hans Makart est son peintre préféré. Il fait décorer par Hans Makart la chambre de Sissi avec ce décor inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et dont le personnage central est Titania, la reine des fées, un personnage auquel Sissi s'identifie dans de nombreux poèmes. Mais vous l'avez dit, Jean, tout à l'heure, le décor de la chambre est surchargé. Ah oui. La pièce est assez étouffante. Surtout mortifère. Alors il y a un lit néo-rococo dans lequel il est peu probable qu'elle ait jamais dormi parce qu'elle faisait placer un matelas au sol près de la fenêtre pour pouvoir voir les étoiles. Mais à côté du lit, elle a fait placer une statue de Niobé se lamentant de la perte de ses enfants, une statue qu'elle a acquise lors d'une exposition d'art à Lucano. Il y a un éclairage artificiel. Mais je pense que c'est elle qui se représente. Oui, sans doute. Mais alors c'est absolument tragique, c'est sinistre. Mais alors, tout le contraire, le cabinet de toilette et la salle de gymnastique dont les décors sont d'August Eisenmenger. Alors là, c'est une merveille. On se croirait dans la villa des mystères à Pompéi, mais qui n'aurait pas subi l'éruption. Donc les décors sont d'une fraîcheur absolument chatoyant et représentent... Décor à l'antique, complètement. Absolument. Mais vraiment, on se croirait dans une villa refaite à Pompéi. C'est superbe. Et il y a un petit escalier qui lui permettait d'arriver jusqu'au manège qu'elle avait fait, où elle avait fait aménager un parcours, un saut d'obstacles. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans le salon, l'allégorie du printemps par divers peintres, dont Gustave et Ernst Klimt, qui à ce moment-là ne sont pas encore aussi connus qu'ils le deviendront. Bref, Jean Descartes nous a expliqué qu'elle était malheureuse partout. Effectivement, quand elle parlait de la villa Hermès, à la fois, elle l'a qualifiée comme son palais des rêves, mais elle avouera néanmoins qu'elle y séjournait par devoir. Plichtbesuch, ce qui veut dire vraiment, elle y allait pour faire plaisir à celui qui la lui avait offert. Oui, et il y a un détail qu'il faut ajouter, c'est très intéressant, c'est que François-Joseph lui dira « C'est à toi, je suis ton invité ». Quand elle le recevra... Ça fait penser à Louis XVI et Marie-Antoinette avec le Trianon. C'est à peu près ça. C'est le même rapport. Voilà. Je voulais signaler que les 2 mois derniers, le Figaro Histoire avait consacré un très beau dossier à l'Autriche-Hongrie. Ça s'appelle l'Autriche-Hongrie face à son destin, donc un numéro du Figaro Histoire particulièrement nourri et bien fait. Et puis le livre de Jean Descartes, François-Joseph et Sissi, bien entendu. Merci beaucoup Clémentine, on avait l'impression d'y être là-bas dans les faubourgs de Vienne. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et ce n'est pas à Vienne que nous emmène Lorena, c'est plutôt dans la garde-robe de l'impératrice. Dans un beau livre. Vous avez décidé de nous présenter un livre aujourd'hui, un livre d'un auteur qu'on connaît bien ici, Georges Vigarello en l'occurrence. Oui, Georges Vigarello qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre universitaire de France. On le connaît notamment pour ses livres sur l'histoire de la beauté, l'histoire du corps, la silhouette. Et là, son dernier livre est consacré à la robe. La robe, vraiment, il n'évoque pas d'ailleurs que l'époque de Sissi, c'est une histoire de la robe du Moyen-Âge à aujourd'hui. Il a cherché à montrer comment l'évolution de la robe est liée au contexte social et culturel de chaque époque. Donc, il part du Moyen-Âge avec le lassage médiéval, la ceinture, les corsets. Il développe tout cela et on arrive donc à l'époque de Sissi. De nos crinolines, c'est celle qu'on veut voir valser. Exactement. Donc, dans le premier quart du 19e siècle, on s'attache à restaurer un peu les formes passées. Donc, c'est cet apogée de la crinoline, la robe très ample, d'abord assurée par des étoffes rigidifiées que l'on appelle le crin, cette trame de crin de cheval, d'où son nom. Et puis, avec le développement du fer dans cette société industrielle, elle va être assurée par des cerceaux métalliques, une sorte de sous-jupe métallique composée de 10 cercles. Toute une armature. Exactement. Et l'ampleur exceptionnelle, nous dit Georges Vigarello, de cette robe avec le Second Empire, permet à une bourgeoisie triomphante d'en faire un objet d'ostentation. La surface se transforme en tableau, les ajouts deviennent parades et les tissages occasion d'exposition. Et puis, n'oublions pas que c'est un très bon instrument économique parce que comme il faut des métrages de tissus absolument phénoménaux pour faire une robe, ça fait travailler les manufactures, toute bien l'industrie. entendu. Bien sûr, exactement. Puisque c'est la mécanisation du textile, la création des grands magasins, l'invention de la grande couture. Donc c'est toute une époque de... Alors, il y a quand même des gens qui critiquent ces espèces de cages, parce que ce sont des cages. On l'appelle cage à poulet, cage de fer,
cloches. Certains disent que la robe est si vaste qu'elle brûle au feu des cheminées, qu'elle sature les placards, elle fait obstacle au déplacement et elle heurte même les passants dans la rue. Ouais. Et on va élargir les escaliers. Quand on regarde les hôtels particuliers de la fin du 19e siècle, on voit ces escaliers très larges, et pour cause, parce qu'il fallait faire passer toutes ces robes. Et du coup, bien sûr, ce sera le fourreau qui va lui succéder, quasiment du jour au lendemain à la crinoline. Donc on souhaite sublimer les formes et affiner la silhouette dans les dernières années du 19e siècle. Évidemment, on fera quand même des faux culs sur les premiers fourreaux. Merci beaucoup. C'était intéressant d'avoir cet aperçu sur les robes, Lorena. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.